C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. L'opportunité, c'est intéressant pour moi d'être capable aussi, justement, de parler des choses qui m'intéressent dans des contextes autres que des conférences d'informatique et de biologie, parce que je suis un peu obligé d'insister sur des aspects différents qui m'empêchent un peu de parler de choses qui m'intéressent et dont j'ai pas beaucoup l'occasion de parler. Et merci aussi pour l'organisation des séminaires au fil de l'année. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de sciences participatives, qui n'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on peut faire remonter à presque 200 ans maintenant des opérations de collecte de données à utilité scientifique en météorologie, en écologie, en astronomie, en navigation, mais euh, c'est quand même un champ de recherche qui s'est considérablement accéléré avec justement l'avènement d'Internet et sa popularisation il y a à peu près 25 à 30 ans. Et vraiment, il y a de plus en plus de projets qui tournent autour de crowdsourcing, de sciences participatives, de sciences citoyennes par Internet, alors que pendant longtemps, il fallait vraiment s'organiser en personne avec des petits groupes ou demander à des gens d'envoyer des lettres ou des cartes postales pour noter le nombre d'oiseaux qu'ils avaient observés pendant leur marche de Noël, ce qui ralentissait un petit peu les opérations, disons. Donc, je vais m'intéresser à trois types de contributions humaines en sciences. Donc, il y a tout ce qui est calcul humain, tout ce qui est myriadisation, qui est le mot de la vitrine linguistique pour crowdsourcing. L'autre option, c'était externalisation ouverte, qui me semble absolument moins pratique. Et finalement, de sciences citoyennes. Donc, une façon assez simple de distinguer les trois, c'est que le calcul humain, c'est l'utilisation de la cognition humaine pour résoudre des problèmes informatiques. Ici, par problème informatique, je veux dire n'importe quel problème qui implique un calcul. Donc, dans ce contexte-là, on aurait un humain qui collaborerait avec un programme informatique pour réussir à résoudre un problème, généralement à travers une interface qui est la façon que les deux ont de communiquer pour collaborer dans la résolution du problème. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle d'une personne, c'est un petit peu un élément de l'opération. Si on essaye de généraliser à l'échelle d'un projet, ça va plutôt ressembler à de la myriadisation. Et là, à ce moment-là, on va utiliser une approche de type diviser pour régner, dans le sens où on va prendre un grand problème qu'on va diviser en tâches, voire en micro-tâches, donc des choses qu'une seule personne peut faire dans une unité de temps. On va le distribuer aux gens et ensuite, on va obtenir les solutions proposées par les participants, les réagréger et utiliser ça pour générer une solution globale au problème de base. Donc, dans ce contexte-là, les humains impliqués sont encore des éléments d'un système qu'on peut voir comme des calculatrices. C'est juste que contrairement à une calculatrice physique, ben, on doit les recruter. Mais à ce point-ci, ce pas des participants au projet en tant que tel. Ils ne savent pas nécessairement c'est quoi le but de ce qu'ils font. Et finalement, on a la science citoyenne, où là, on a un type de médiatisation qui est beaucoup moins vertical, dans lequel la participation implique une compréhension du contexte. C'est souvent plus actif et souvent, on va avoir des participants qui sont co-auteurs d'un article scientifique, par exemple, ou qui vont participer aux opérations de communication autour du projet. Et on est beaucoup plus proche d'un travail d'équipe entre, par exemple, des chercheurs ou un organisme public et des participants. Donc ça, c'est un petit peu les trois échelles auxquelles on peut travailler, mais ça ne répond pas nécessairement à la question pourquoi on pense que ces participants-là peuvent contribuer à résoudre des problèmes. Et ici, je pourrais parler de cognition et de neurosciences et de comment le calcul est quelque chose que les humains peuvent contribuer à aider avec la complexité neuronale et des choses comme ça, mais je suis pas formé dans ces domaines-là et surtout, ben, moi, je suis quelqu'un qui vient plutôt de la biologie et donc je vais m'intéresser à
une justification un peu plus évolutive. Donc, je vais proposer l'idée qu'on est naturellement doué pour la résolution de problèmes d'une façon qui est fondamentalement différente de celle des logiciels, des ordinateurs qu'on a entraînés pour résoudre des problèmes. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait naturellement doué? Ben, c'est parce que exister dans un environnement naturel, ça nécessite de résoudre des problèmes. La définition générale d'un problème dans la nature, ça va être un problème existe quand un objectif n'est pas directement atteignable par une seule action disponible dans le répertoire de l'animal. Donc, autrement dit, si on prend un animal, le fait de, par exemple, bouger la tête pour boire de l'eau, c'est pas un problème parce que c'est une action qui est dans le répertoire normal, mais le fait, par exemple, de réparer une erreur dans la réplication d'un brin d'ADN ou de reconnaître un pathogène qu'on n'a jamais vu pour l'éliminer à l'échelle cellulaire, ou, mettons, par exemple, pour un chat, de pénétrer dans une armoire où la nourriture est rangée, ou au niveau sociétal, comment une colonie de fourmis va se coordonner pour trouver et exploiter une source de nourriture. Et ça, ça implique de développer des habiletés qui vont être sélectionnées dans le processus de sélection naturelle. C'est-à-dire qu'en général, si en tant qu'individu, en tant qu'animal, tu fais face à des problèmes et que tu es particulièrement bon pour les résoudre, tu vas avoir un plus grand succès reproductif que d'autres animaux. Et donc, avec le temps, on peut formuler l'hypothèse que il y a beaucoup d'espèces animales qui vont devenir de plus en plus aptes à résoudre des problèmes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut voir des animaux qui sont capables de compter, de se déplacer en groupe sans se gêner, de communiquer des concepts qui nous semblent abstraits, de prendre des décisions collectives, de travailler en équipe ou d'optimiser l'exploitation de ressources comme le ferait presque un actuaire. Je vais donner quelques exemples. Euh, Par exemple, il y a une expérience en 2009 par Rougani et Al qui a réfléchi à si on pouvait faire compter des poussins. Donc, je ne connais pas le mot en français pour imprint, mais l'idée, c'est que si on associe très, très jeune certains objets à un poussin, le poussin va avoir tendance à les rechercher plus tard. C'est-à-dire que si on met un petit jouet à côté d'un poussin naissant, ben, un peu plus tard, quand on lui montre le jouet, il va être attiré par ce jouet-là plus que par rapport à un autre objet. Donc, l'expérience, ça a été ce qui suit. Donc, ils ont fait un imprinting des jouets, des objets, ils ont essayé différents objets. Ensuite, ils ont mis deux tas d'objets devant un poussin et ils les ont cachés en déposant une boîte fermée dessus. Euh, Systématiquement, le poussin était attiré par la boîte qui contenait le plus d'objets qui l'intéressaient. Donc ça, en soi, c'est pas particulièrement impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est que si on gardait les boîtes fermées et qu'on transférait deux des objets d'une boîte à l'autre devant le poussin, alors le poussin préférait l'autre boîte. Et ils ont essayé ça avec différentes valeurs. Bon, évidemment, pas genre 150, mais ils ont essayé avec genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, des affaires comme ça. Et le poussin était capable d'avoir une impression de où était l'endroit avec le plus d'objets qui l'intéressaient. Et il y a eu des études suivant celle-là, il y a genre peut-être 4 ou 5 papiers dans ces années-là par le même groupe, dont un où ils ont démontré que les poussins étaient capables d'avoir l'impression que s'ils voyaient une valeur, les valeurs plus petites étaient vers la gauche et les valeurs plus grandes étaient vers la droite. Et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que même moi, j'ai de la misère à comprendre comment ils ont fait, mais c'est vraiment impressionnant à quel point des poussins sont capables de résoudre des problèmes arithmétiques. Bon, après, il y a quand même un aspect pas très pratique à ça, c'est-à-dire qu'il y a des aspects plus pratiques qui peuvent être impressionnants. Par exemple, si on regarde des araignées, donc l'araignée Anelostemus eximius, c'est une araignée qui chasse en groupe. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ils se coordonnent parfaitement pour se déplacer.
Et la raison pour laquelle ils doivent se coordonner, c'est que euh, ils perçoivent le signal d'une proie sur la toile avec les vibrations que la proie fait dans la toile, comme à peu près n'importe quelle araignée qui tisse une toile. Ce qui est particulier, c'est que s'il y a trop d'araignées qui bougent en même temps, les araignées ne peuvent plus percevoir le signal de la proie. Donc, elles doivent s'arrêter de temps en temps pour revérifier où est la proie. Donc, ça nécessite d'être exactement en même temps, sinon, elles ne pourraient pas chasser en groupe. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite euh, un co-entraînement d'une certaine façon, ce qui est déjà assez intéressant parce que euh, on peut faire plein d'expériences comme ça, puis il y a des araignées qui sont très brillantes. Encore une fois, là, c'est quelque chose qui est très dans l'immédiat. Euh, il y a un peu plus bizarre, par exemple, la communication chez les abeilles. On sait que les abeilles sont capables d'indiquer aux autres abeilles, donc les abeilles sociales, évidemment, l'emplacement d'une source de nourriture qui peut se trouver à plusieurs kilomètres selon l'angle avec le soleil de la danse et le nombre de mouvements de la danse. La direction et la distance sont indiquées. Donc, évidemment, ça, c'est la partie qu'on a réussi à décoder, mais il y a plus de choses que ça dans leur communication. Parce que, par exemple, on peut voir un essaim d'abeilles en train d'essayer de décider où est-ce qu'elles vont aller exploiter une source de nourriture, par exemple. Et ce qui va se produire, c'est à peu près toujours le même processus, c'est qu'elles vont envoyer des éclaireuses dans plein de directions. Les éclaireuses vont revenir après une 10-15 minutes. Et là, chaque éclaireuse va danser ce qu'elle a trouvé à l'essaim. Et avec le temps, et là, ça prend du temps. Là, on peut parler de 30 minutes, 45 minutes, parfois 1 heure. Il y a des danses. Et là, il y a des danses qui s'intensifient et d'autres qui s'arrêtent. C'est comme s'ils éliminaient des candidats. Et à la fin, c'est comme s'ils choisissaient une danse parce qu'elles partent toutes dans la même direction. Donc, en 1 heure, les abeilles ont discuté entre elles pour décider de c'était quoi la meilleure source. Et cette discussion-là se fait dans le cadre d'un processus de répartition des tâches qui est très, très complexe. Donc, disons qu'on a des abeilles. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais me mettre mon pointeur. Donc, disons qu'on a des abeilles qui vont arriver dans les activités de l'essaim. L'abeille, elle vient d'arriver. Elle s'en va sur le plancher de danse pour voir les abeilles qui dansent des lieux à exploiter. Donc, l'abeille va choisir une danse, elle va aller à l'endroit qui a été dansé. Une fois qu'elle trouve l'endroit, elle va déterminer si ça vaut vraiment la peine de l'exploiter. Si ça vaut vraiment la peine, elle va revenir le danser pour recruter plus d'abeilles. Et si ça ne vaut pas la peine, elle va l'exploiter directement. Ou des fois, elle ne le trouve pas, puis à ce moment-là, elle va revenir au plancher de danse. Si une abeille arrive au plancher de danse et qu'il n'y a personne, elle va devenir une éclaireuse. Elle va essayer de trouver des nouveaux endroits pour revenir les danser, etc. Donc, cette organisation-là est vraiment complexe et ben, ça implique que la capacité de résolution de problèmes, même d'insectes sociaux, est extrêmement élaborée et surtout très non linéaire dans le sens où les réseaux de neurones, on les vante parce qu'ils sont capables de résoudre des problèmes non linéaires, c'est-à-dire des problèmes complexes qui nécessitent plusieurs opérations simultanées pour être résolus. Ben, ici, clairement, il y a aussi cette capacité-là. Et d'ailleurs, en informatique, on peut utiliser des algorithmes qui sont inspirés de ce type d'organisation-là, de la même façon qu'on utilise des algorithmes qui sont inspirés des neurones. Donc, un dernier exemple, c'est le fait que quand une colonie de fourmis exploite une source de nourriture, les fourmis passent toujours par le chemin le plus court. Et ben ça se fait sans qu'elles communiquent entre elles directement. Parce que disons qu'il y a une source de nourriture à une certaine distance d'un nid de fourmis. Les fourmis, au début, vont prendre n'importe quel chemin. Évidemment, la fourmi qui s'adonne à avoir pris le chemin le plus court se rend à la nourriture en premier. Elle va ramasser un peu de nourriture et elle va revenir.
Et ce qui est intéressant, c'est que les fourmis vont laisser des phéromones sur le chemin et que, à force de faire des allers-retours, la fourmi qui suit le chemin le plus court va passer plus souvent à chaque endroit parce que le chemin est plus court. Donc, elle va laisser une densité de phéromones plus élevée, ce qui fait que quand la fourmi suivante arrive, elle va choisir le chemin qui a la plus grande densité de phéromones, qui est le plus court. Donc, avec le temps, les autres chemins sont abandonnés, puis il reste seulement le chemin le plus court. Et ça peut s'étendre à des systèmes avec plusieurs nids, avec des routes entre les nids, et les fourmis vont trouver le chemin le plus court entre la route principale puis les sources de nourriture secondaires. Et ça aussi, c'est des algorithmes qu'on utilise en informatique parce que c'est un système de transmission d'informations qui est extrêmement efficace. Donc, ces quelques exemples-là, c'était vraiment pour souligner la capacité à résoudre des problèmes comme un trait qui est fortement favorisé par l'évolution. Et ben, je propose l'hypothèse que les humains sont encore meilleurs que les fourmis et les abeilles. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Bon, pour revenir au sujet un peu, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser ces approches-là spécifiquement en bioinformatique? Ben, il y a deux raisons fondamentales. Une des raisons, c'est que les données biologiques sont fondamentalement extrêmement hétérogènes parce que on ne choisit pas quelles données on va récolter, entre autres parce que les gens qui font de la bioinformatique, donc l'application de méthodes de l'informatique à des données biologiques, ils utilisent des données qui ont été collectées par des biologistes et ben, les biologistes, ils choisissent les données qu'ils récoltent selon leurs propres intérêts. Donc, les bioinformaticiens, on se ramasse avec des bases de données de trucs qui n'ont pas rapport entre eux, qui sont super déséquilibrés, qui ne couvrent pas tous les espaces et qui surreprésentent certains problèmes qui sont plus faciles à financer que d'autres, par exemple. Donc, il y a plein de biais comme ça qu'on doit essayer de résoudre, même si c'est un terme un peu objectif. Donc, ça, c'est la première raison. Et ben, la seconde raison, c'est que fondamentalement, tout ce qui est santé, biologie, c'est quelque chose pour lequel on peut raisonnablement penser que ça va intéresser les gens. Et si le but, c'est de faire participer des gens, ben, autant prendre un sujet qui les intéresse. C'est pour ça qu'en sciences citoyennes, il y a beaucoup d'écologie, il y a beaucoup de santé, il y a beaucoup d'astronomie, parce que, bon, si on essayait de faire un projet de sciences participative sur un problème qui intéresse 8 personnes, ça ne marcherait pas vraiment. Donc, si on regarde les techniques qui existent, évidemment, je ne vais pas aller trop en détail, mais euh, le problème de génomique comparative est vraiment central. La génomique comparative, c'est essayer de comparer différentes espèces et essayer de comprendre qu'est-ce que leurs génomes ont en commun et ont de différent pour essayer de comprendre le processus évolutif derrière ce qu'on observe aujourd'hui, par exemple, dans le fonctionnement biologique des humains, des mammifères, des poissons, etc. L'idée étant que si on comprend le chemin évolutif d'un gène ou d'une protéine ou d'un processus biologique particulier, ça peut nous aider d'abord à mieux comprendre comment ça marche et ensuite, par exemple, à trouver c'est quoi le bon animal modèle pour faire des études sur ce processus-là, par exemple. Donc, quand on essaye de cartographier l'évolution des gènes, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on compare des séquences d'ADN qui sont liées donc à un gène en particulier. Mais quand on compare des séquences comme ça, notre objectif final, c'est de construire un arbre phylogénétique pour être capable de savoir qu'est-ce qui est proche de quoi. Donc, quels organismes qu'on observe sont cousins, lesquels sont plus distants. Et autant pour, mettons, des grands mammifères ou des primates ou même la plupart des vertébrés, c'est une expérience qui est assez facile et donc on va vouloir approfondir en regardant plus les très petits détails des différences dans des gènes précis entre, par exemple, les humains et les bonobos ou les chimpanzés pour comprendre ce que les humains ont de particulier depuis l'ancêtre commun entre les deux. Mais si on travaille
avec, disons, des microbes, c'est beaucoup plus difficile de savoir quel microbe a un processus évolutif proche de quel autre microbe, parce que ben, je ne peux pas les voir. Puis ensuite, il y en a beaucoup qu'on ne peut même pas cultiver là-dedans, donc on n'a jamais vraiment observé en laboratoire. Mais je parle de comparaison de séquences, de comparaison de gènes, et en gros, l'idée, c'est que on a deux séquences pour un gène. Donc, on a, mettons, la séquence d'un gène précis. Disons, par exemple, je ne sais pas, moi, le gène de la globine. Donc, ça, c'est mettons, l'hémoglobine, c'est la protéine qui aide à mettre de l'oxygène dans le sang. Donc, disons que j'ai le gène d'hémoglobine du chimpanzé et celui de l'humain. Quand je les compare, je vais chercher à trouver c'est quelle partie de ce gène-là que les deux ont en commun avec leur ancêtre commun et quelles parties ont divergé depuis l'ancêtre commun. Et pour faire ça, je vais faire un alignement de séquences, c'est-à-dire que je vais aligner les deux séquences pour trouver les parties qui vont ensemble, les parties qui ne vont pas ensemble. Ce qui est un processus extrêmement difficile parce que il y a énormément de possibilités. Parce que, évidemment, la longueur du génome humain, c'est 3 milliards de caractères. Donc, ça fait beaucoup de possibilités de combinaison. Si on peut considérer qu'en théorie, on pourrait aligner n'importe quoi avec n'importe quoi, c'est un petit peu trop grand pour être exploré de façon exhaustive. Généralement, donc, on va se retrouver avec des régions communes. Par exemple, la région ici, au début, on voit bien que c'est très proche. Il y a eu une mutation ici, mais globalement, l'ancêtre commun devait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Similairement, la partie à la fin, l'ancêtre commun devait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, au milieu, ben, le chimpanzé a un morceau de plus. Et ça, c'est impossible de savoir si l'ancêtre commun avait ce morceau-là et l'humain l'a perdu, ou l'ancêtre commun avait pas ce morceau-là et le chimpanzé l'a gagné. Et ça, on ne peut pas le déterminer parce qu'on n'a pas accès justement à ces ancêtres-là. On n'est pas en mesure d'évaluer la séquence de l'ancêtre. Donc, tout ça doit être fait avec méthode statistique. Le résultat de ça, c'est qu'il n'y a pas d'alignement qui est optimal. Il y a seulement des alignements qui vont maximiser la probabilité de représenter un processus évolutif. Et donc, ceux-là, on peut les évaluer avec des modèles statistiques. Donc, on peut dire que c'est pas un bon alignement. Mais si on essayait de trouver un bon alignement selon ces critères-là d'une façon exacte, ben, disons qu'on aligne des globines donc, qui ont une séquence d'environ 150 caractères, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à 3 milliards. Et si on voulait en aligner plusieurs en même temps, c'est un algorithme qui a une consommation de temps exponentielle. Autrement dit, plus il y a de globines, plus c'est long. Mais déjà, à 7 séquences de 150 caractères, on est à 1200 ans, ce qui nous ramène à Charlemagne. Donc, on n'a pas le temps. Et donc, il faut qu'on trouve des façons de raccourcir ça en prenant des raccourcis qu'on va appeler des heuristiques en informatique. Et ces raccourcis-là, c'est des manières de résoudre des problèmes qui sont très humaines. Autrement dit, au lieu d'essayer de trouver quelque chose qui maximise les probabilités, on va chercher quelque chose qui a l'air d'aller ensemble, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on voit. Et en pratique, il y a beaucoup de biologistes qui alignent leurs séquences à la main encore. Donc, ils exécutent l'algorithme, ils disent, ouais, non, ça n'a pas d'allure, puis ils vont les corriger à la main. J'ai encore un collègue biochimiste français qui, à chaque fois qu'on parle, il me dit, oui, mais Roman, pourquoi tu les alignes pas à la main tes séquences? C'est beaucoup plus rapide. Je l'explique que je suis informaticien, donc je cherche comment automatiser ça. Je sais que c'est plus facile à la main, mais ça justifie le fait qu'on demande à des gens de nous aider. Et ça, ben, ça va être vrai en général pour n'importe quel problème difficile. Des problèmes où les règles vont changer constamment, ce qui est le cas des alignements de séquences parce que pour différentes séquences, on va vraiment avoir besoin d'un contexte parce qu'il n'y a pas deux espèces qui sont pareilles, il n'y a pas deux comparaisons pareilles. Donc, si on a des algorithmes pour les résoudre, là, ceux qui prennent 1200 ans pour juste cette séquence, ben ça, c'est en prenant pour acquis qu'on est capable de trouver les meilleurs paramètres qui changent à chaque fois. Donc, on ne peut pas gagner. Et c'est pour ce genre de problème-là où l'informatique n'est pas capable de faire face à la réalité qu'on peut recruter des gens.
recruter des gens, ben, ça implique soit de les payer, ce qui a plein de problèmes parce qu'en pratique, Amazon Mechanical Turk, qui est une plateforme, où on peut payer des gens pour faire du crowdsourcing, ça s'est rapidement transformé en genre de sweatshop électronique où on faisait faire, on exclut la personne qui parle, tout le travail par des gens bénéficiant du fait que le coût de la vie étant plus bas, mettons aux Philippines ou en Inde, on pouvait, pour peu de coûts, avoir des annotations, mais ça amenait le problème que ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'amener des humains si c'est pour que ça soit aussi exploitatif que si on le faisait avec une machine? Il y a l'option de les oublier, comme les fameux CAPTCHA, quand on essaie de prouver qu'on n'est pas des robots. Ben ça, ils peuvent s'en servir pour nous faire dire, OK, parmi ces images-là, lesquelles ont un feu de circulation. Ça, c'est pour de l'entraînement d'IA. C'est aussi techniquement du crowdsourcing. On peut leur demander gentiment, puis là, ça va être de la science citoyenne, ou on peut essayer de transformer ça en jeu pour que les gens aient envie de participer. Donc ça, évidemment, en plus d'être ludique, moi, personnellement, ça me semble une façon d'essayer de maintenir l'intérêt qui n'est pas trop, disons, exploitative. Donc, c'est plutôt là-dessus que j'ai travaillé pendant mon doctorat. Et ben donc, je fais des alignements de séquences. En 2010, il y a un jeu d'alignement de séquences qui est sorti qui s'appelait Philo et qui ressemble à ça. En gros, c'est exactement un alignement de séquences, mais au lieu d'être des noms d'espèces, c'est des images, puis il y a un score, puis au lieu d'être A, C, G, T, c'est des blocs de couleurs. Donc, on va appeler ça de la ludification parce qu'il y a un aspect jeu, mais c'est pas le jeu le plus amusant au monde, disons. Malgré ça, ils ont réussi à attirer plusieurs centaines de milliers de personnes sur une dizaine d'années, euh, avec justement la promesse d'aider la science. Et la façon dont ça marchait, mettons, en dessous du capot, c'était que ben, il y avait des alignements de séquences calculés par des logiciels qui faisaient des erreurs. Il y avait d'autres logiciels qui étaient entraînés pour trouver des régions dans lesquelles il y avait plus de chances d'avoir des erreurs. Ces régions-là étaient extraites et transformées en jeu. Les humains dans le jeu allaient corriger les erreurs qui étaient ensuite réintégrées dans l'alignement initial. Donc, avec cette itération-là, il y a des améliorations progressives. Évidemment, donc, ce n'est pas tous les résultats qui sont d'aussi bonne qualité, mais il y a quand même assez de personnes qui ont participé malgré une absence totale de marketing et une absence totale de visibilité. Donc, quand même, le laboratoire qui a produit ça, qui était celui de Jérôme Valdispeux et la McGill, était très content qu'il y ait des gens que ça a intéressé. Et bien, selon eux, la raison pour laquelle ça a fonctionné, c'était que c'est un problème fondamental qui était relativement facile à expliquer aux gens, que c'était bien défini et que c'était prouvé difficile, et que, selon eux, ça maximisait l'accessibilité. Bon, maximiser l'accessibilité, on peut mettre un bémol parce qu'une partie pouvait prendre plus que 30 minutes. Et sur les 400 000 participants, il y en a la majorité qui ont fait un puzzle ou moins. Donc, on peut difficilement parler d'une capacité de rétention exceptionnelle. Et le résultat, c'est que c'est devenu dominé par des power users, là, des gens qui faisaient beaucoup de puzzles, qu'on va appeler des experts. Et donc, ce résultat-là, c'est vraiment le résultat d'un travail d'expert. Donc, c'est pas clair dans quelle mesure la ludification a vraiment joué un rôle dans l'attractivité si à la fin, c'est devenu un truc d'expert. Donc, c'est à ce moment-là, donc ça, c'est vers 2019. Donc, moi, j'ai commencé mon doctorat dans ce laboratoire-là avec Jérôme Valdispel en 2019. Et on a eu l'opportunité de travailler avec un groupe de l'Université de Californie, San Diego, qui avait 23 000 échantillons de sel avec 1 million de séquences ADN dedans, donc des séquences de microbes qui venaient des échantillons de sel. Et ça, ben, c'est des espèces pour lesquelles on sait à peu près rien. Donc, on sait que dans un corps humain normal, il y a presque la moitié des cellules qui ne sont pas nos cellules à nous. Donc, on sait que c'est des microbes, on sait c'est quel type de microbes, mais
vu que les microbes évoluent extrêmement rapidement, en dehors des bactéries, par exemple, qui sont cultivées en laboratoire, ou des virus et des bactéries dont on sait qu'elles causent des infections connues, ben maintenant, par exemple, on sait c'est quoi le C difficile parce que c'est dans les nouvelles, des choses comme ça, mais la plupart des bactéries, on ne sait pas trop ce que ça fait, puis on ne sait pas évolutivement c'est dans quelle famille. Donc, le réflexe de ça, ça serait de prendre des échantillons de sel pour les séquencer, pour extraire leurs séquences, pour pouvoir les comparer à d'autres séquences. Mais ça, on ne pouvait pas le faire avant parce que ce n'était pas possible en 2015 de séquencer des microbes sans être capable de les garder vivants pendant un certain temps. Et il y en a beaucoup qui étaient trop difficiles à garder vivants. Donc, on savait qu'ils étaient là, mais on ne savait rien dessus. Et avec une nouvelle méthode de séquençage direct, c'est-à-dire qu'ils séquencent directement l'échantillon de sel, là, ils sont capables d'obtenir des séquences de microbes qu'on ne pouvait pas garder vivants avant. Et on a eu l'opportunité en même temps d'avoir des discussions avec Gearbox Québec, qui est un studio satellite de Gearbox Software qui est basé au Texas et qui est connu pour des jeux AAA, notamment la série des jeux Borderlands, qui est une série de 6 jeux maintenant qui a vendu plus de 40 millions de copies, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un studio qu'on va appeler AAA dans le sens où c'est du marché de masse. Mais vu qu'il y avait un studio à Québec et que les gens qui dirigeaient ce studio-là étaient vraiment intéressés par des aspects un peu plus humains du jeu, ils étaient très intéressés, très enthousiastes au sujet de la science et ils ont poussé à l'interne pour que ça ait lieu. Et ça, c'est quelque chose qui a été difficile à faire avec un studio de taille moyenne qui serait seulement au Québec parce que il n'y aurait pas nécessairement un super grand jeu pour mettre ça dedans. Donc, le fait d'avoir un studio satellite, mais avec pas mal de pouvoir, qui peut pousser à l'interne avec ses propres projets, ben, ça amenait quand même des opportunités assez intéressantes. Surtout que à Gearbox, il y a un système où les employés peuvent choisir leur projet. Et donc, si ils peuvent proposer un projet qui plaît aux employés, ça aide leur rétention. Donc, ils sont contents de ce côté-là aussi. Donc, il y avait une opportunité de faire quelque chose d'un peu bidirectionnel, et ça donnait Borderlands Science. Donc, Borderlands Science, c'est un jeu à l'intérieur d'un jeu. Donc, à l'intérieur du jeu Borderlands 3, où, bon, c'est un jeu de, comment je dirais ça, à la troisième personne, où on incarne un personnage qui évolue dans un environnement en 3D et dans un genre de vaisseau spatial qui fait le lien entre les différentes aires de jeu. Il y a une bande d'arcade où, si on s'en approche, on peut jouer à un jeu rétro parce que ça se passe dans le futur, dans le fond. Et dès qu'on s'approche de la machine, il y a une vidéo qui se déclenche dans lequel ben, le vidéo explique aux participants qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pourquoi c'est intéressant, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. C'est une vidéo d'à peu près 4 à 5 minutes. Donc, il a été placé à cet endroit-là parce que Borderlands 3 a la particularité d'être un jeu collaboratif. Donc, il y a des gens qui peuvent jouer en équipe avec d'autres personnes en ligne. Donc, des fois, ils s'attendent. Et pendant les périodes d'attente, c'est assez intéressant donc de pouvoir faire quelque chose pour passer le temps. Donc, le jeu ressemble à ça. C'est un jeu d'alignement de briques où on cherche à trouver comment insérer des blocs jaunes. Donc, comment insérer des trous dans l'alignement de manière à maximiser la correspondance entre les briques et les guides sur le côté qui représentent le contexte de la séquence. Et on donne des récompenses aux gens pour participer qui peuvent utiliser dans le jeu. Donc, autrement dit, quand tu as fini d'aller tirer sur des monstres et que tu vas jouer, tu reçois un bonus pour tirer sur plus de monstres après, pour revenir jouer pour tirer sur plus de monstres. Donc, c'était dans la boucle de gameplay, ce qui nous a permis de rejoindre plus de 5 millions de participants. Et ce qui était intéressant dans le gameplay, c'était que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que Philo. C'est-à-dire qu'on pouvait aller chercher euh, une cible de peut-être 30 secondes par partie au lieu de 30 minutes. Et ça, ben, c'est sûr, ça attire plus la participation. Et on est passé de environ 2 puzzles par personne à, si je ne me trompe pas, une trentaine. En plus, 90% des gens qui se sont approchés de la borne et qui ont commencé le vidéo
ont complété au moins le tutoriel et une tâche de plus. Donc, il y avait assez d'attractivité pour que ça ne dénature pas l'expérience de jeu dans le jeu original. Donc, ici, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas le plus important, mais l'idée, c'est que on sait que la diversité microbienne peut causer des maladies comme des infections ou des cancers. On sait que la diversité, on peut la déterminer par la phylogénie et qu'on sait qu'améliorer les alignements de séquences, ça nous aide à améliorer la phylogénie parce qu'on est mieux à même de comparer les gènes des différentes espèces et on est mieux à même donc de quantifier la diversité génétique du microbiome. Et on sait que ça aide à être plus résistant à des infections, notamment, par exemple, le C difficile, où même s'il peut être très résistant aux médicaments, il y a des approches comme la transplantation fécale, où juste en insérant un échantillon de sel en santé dans l'intestin de la personne atteinte de C difficile, ces nouveaux microbes-là vont coloniser l'intestin, donner moins d'espace au C difficile et ça fonctionne mieux que beaucoup de traitements médicamenteux présentement. De l'autre côté, il y a un objectif diagnostique où on pourrait chercher à prédire à partir d'échantillons de sel si quelqu'un a une bonne diversité microbienne ou pas, pour essayer de déterminer s'il est plus à risque de certaines maladies. Donc, comment ça marche? Ben, grosso modo, ça marche un petit peu comme philo, c'est-à-dire qu'on a nos séquences à l'origine. On va commencer par les aligner pour avoir notre alignement imparfait. Donc, pour commencer, on a nos échantillons de sel qui sont envoyés au projet American Guts. Donc, c'est plutôt des Américains au début, mais ça a été étendu après aux Canadiens et aux Britanniques. Et donc, ça, c'est des gens qui sont en soi des citoyens participants parce que eux, ils doivent payer pour envoyer leur échantillon. Donc, ils font vraiment ça activement pour soutenir le projet. Ensuite, une fois qu'on a extrait les séquences de ces échantillons-là, ben, on étant le groupe à l'Université de Californie, San Diego, on va faire simplement un regroupement des séquences très similaires pour éviter les redondances. Ce qui est ici, donc on fait notre genre de clustering. On va passer de 1 million de séquences à peu près 10 000 familles de séquences. On fait notre alignement initial avec un logiciel très imparfait. Et là, on va transformer des parties de cet alignement-là en puzzle, exactement comme dans Philo. Et là, ce qui devient intéressant, c'est comment on va faire pour filtrer les solutions. Parce que dans Philo, il y avait 1 à 2 solutions par puzzle. Là, on tourne à 45. Donc, comment on fait pour choisir les bonnes solutions, sachant que c'est extrêmement difficile de déterminer qu'est-ce que c'est qu'un bon alignement en premier lieu. Et ça, ben, c'est un filtrage qu'on fait par Pareto optimalité. Et ben, je vais utiliser les diapos que j'utilise pour l'expliquer aux gens quand on leur présente le jeu. Donc, ce que je leur explique, c'est, imaginons qu'on cherche à choisir une rôtisserie de qualité et on cherche le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on veut, mettons, une évaluation de goût qui est aussi haute que possible et un prix qui est aussi bas que possible. Donc ça, c'est une fonction bi-objective classique. Et ben, si on a, mettons, 11 restaurants avec chacun un prix puis une évaluation, disons, par des inspecteurs indépendants, on peut les positionner sur une représentation comme ça en 2 dimensions, où on a sur l'axe des X la qualité gustative et sur l'axe des Y le prix, avec le prix le moins cher parce que c'est le meilleur prix en haut. Et là, on peut voir à l'extérieur, donc autour de la ligne orange, les restaurants qui sont strictement pires qu'aucun autre. Par exemple, le restaurant C, ça coûte 5 dollars pour avoir un goût très moyen, mais il n'y a aucun restaurant qui est moins cher et aussi bon. Donc, c'est un restaurant qui est optimal par rapport aux autres options. À l'inverse, le restaurant I, qui est assez cher, est le meilleur. Il n'y a aucun restaurant qui est meilleur, même pour un autre prix. Donc, il est strictement pire qu'aucun autre. Et cette ligne orange-là, qui représente toutes les solutions qui sont strictement pires qu'aucune autre, on appelle ça le front de Pareto. Et c'est ça qui va nous donner les solutions qui sont de qualité. Et on va appliquer exactement la même logique à
nos alignements de séquences. C'est juste que notre fonction biobjective, c'est entre le score qui représente le nombre de correspondances entre les blocs qu'on aligne et les guides, et le nombre de gaps, c'est le nombre de briques qu'on a dû insérer pour atteindre ce score-là. Et ça nous aide à nous informer des meilleures solutions. Ensuite, une fois qu'on a un sous-groupe de solutions qu'on a sélectionné, et ça va être euh, à peu près un 50-50 entre les solutions qui sont proches du front de Pareto et les solutions qui sont proches du consensus des autres. Donc, autrement dit, on cherche le meilleur combo des deux possibles. Et ensuite, on peut regarder pour chaque séquence tous les puzzles dans lesquels elle apparaît et considérer les insertions des blocs dans cette séquence-là comme des votes et faire un réalignement par consensus avec les votes des participants. Et ensuite, une fois qu'on a notre nouvel alignement, on peut reconstruire un arbre phylogénétique qu'on peut comparer avec une référence dans le milieu et déterminer si c'est une amélioration. Et ça, c'était le cas. Et ça conclut notre cycle où on part d'un microbiome, on a un échantillon de sel, on extrait les ADN microbiens, on les met dans le jeu, on calcule la nouvelle phylogénie et on peut faire des prédictions sur le comportement ou la santé de l'humain. Donc, on a démontré que mieux que les autres approches, on pouvait prédire si quelqu'un se brossait les dents en fonction des résultats du jeu de ses microbes intestinaux. Bon, c'est pas super applicable en santé, là, mais l'idée à terme, c'est de trouver des approches comme ça qui pourraient avoir des vraies applications cliniques. On n'en est évidemment pas là. Donc, euh, je vais passer rapidement ici parce que l'idée, c'est vraiment Romain, qu'on cherche. excuse-moi Oui, d'intervenir, mais peut-être idéalement, si tu pouvais arriver à une conclusion dans quelques petites minutes pour nous ouais, c'est là que permettre j'arrive. d'avancer. Merci. J'en ai pour 2 minutes. Donc, à partir de là, on peut faire de l'informatique et essayer de prédire, à partir des solutions des joueurs, euh, comment n'importe quel type de ce données-là pourrait être aligné mieux. Donc, on va entraîner des agents d'intelligence artificielle sur des solutions des joueurs. On peut démontrer que ces agents-là sont très, très similaires aux joueurs, où les deux agents ici sont les deux petites lignes jaunes et vertes derrière la ligne euh, pointée violette qui est les joueurs. On voit aussi que ces agents-là performent presque aussi bien que les joueurs. Et ça nous permet de conclure que les stratégies des joueurs sont reproductibles. Et on peut aussi étudier comment les joueurs vont jouer, c'est-à-dire c'est quoi les suites de décisions qu'ils vont prendre, et comparer entre les experts et les débutants pour prouver que les experts performent mieux, donc ils sont meilleurs, donc ils apprennent quelque chose. Et tout ça m'amène à la question de myriadisation durable. Parce que même dans le Borderlands Science, les gens, on les paye, on leur donne des crédits à l'intérieur du jeu qu'ils utilisent pour jouer au jeu auquel ils aiment jouer. Et ben ça, même si je pense que c'est plus durable que payer les gens quelques sous pour le faire parce que c'est quand même un processus ludique, ben c'est quand même pas une motivation qui est vraiment intrinsèque. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer d'intégrer davantage d'éléments de motivation intrinsèque, notamment en intégrant ce qu'on va appeler une foule stimulée. Donc, autrement dit, autant dans le processus normal, le contributeur humain va être la limitation parce que le jour où plus personne joue à ton jeu ne sert plus à rien. Mais si progressivement, pendant que les humains jouent, tu vas entraîner des robots pour combiner avec tes joueurs, à la longue, tu vas avoir une foule hybride de robots qui imitent des humains et d'humains, qui va te permettre d'avoir euh, une portée plus grande sur les nouvelles données et de pouvoir durer plus longtemps que le jeu lui-même. Donc ça, c'est un aspect de durabilité qui est de réutiliser les idées des joueurs. Donc autant on se sert des solutions pour résoudre le problème, autant on s'en sert pour entraîner des agents pour résoudre le problème à terme. De l'autre côté, et ce sur quoi je veux conclure, c'est que un autre aspect de cette durabilité-là, c'est de mieux utiliser le lien avec le joueur. Donc,
au lieu de juste réutiliser les résultats, on veut profiter du lien avec le joueur pour susciter une motivation intrinsèque en permettant d'apprendre davantage sur à quoi ça sert, comment ça marche, pourquoi l'IA ne peut pas résoudre ce problème-là, pourquoi ça a pris 5 ans pour que le papier sorte après le projet. Et ça, on faisait ça avec des participations à des événements, des posts dans des blogs, des questions-réponses sur des réseaux sociaux comme Reddit, pour essayer de donner de l'information aux joueurs pour que, en dehors du jeu, ils soient capables de s'intégrer dans le processus scientifique. On a aussi développé une application éducative aux jeux philo en faisant en anglais, on parle de storification, dans le sens où on a intégré un contexte narratif avec un système de progression pour que les gens puissent directement commencer à jouer puis avoir l'impression qu'ils progressent. Et on a permis à des enseignants de donner des devoirs directement dans le jeu à partir du système, si vous voulez s'en servir pour, mettons, faire une activité de science au niveau secondaire. Ben, vous pouvez donner des devoirs directement dans le jeu. Et ben ça, pour nous, ça fait partie d'un processus dans lequel on voudrait voir le jeu vidéo davantage comme une science citoyenne. Et on l'a constaté dans Borderlands Science, pendant le développement, le studio était vraiment effrayé que ce soit trop scientifique et que les joueurs ne trouvent pas ça le fun. Donc, ils voulaient cacher la science. Ils se sont rendus compte après que les joueurs leur disaient que le facteur motivant principal, c'était la science. Et ben, ça les a aidés à relaxer sur d'autres projets après. Puis ça nous a aidés aussi à comprendre que le jeu de découverte scientifique, c'est plus une question de science citoyenne accessible que de crowdsourcing. On ne peut pas traiter les gens comme des calculateurs parce que si on les traite à la place comme des citoyens participants, ben, on peut espérer qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils s'intéressent plus à la science, qu'ils deviennent des contributeurs récurrents à d'autres projets et éventuellement des co-créateurs d'un projet comme ça. Puis la différence entre le crowdsourcing et la science citoyenne dans le jeu vidéo, c'est juste de parler aux gens, dans le fond. Donc, on a eu une borne d'arcade jouable de notre jeu qu'on amène à différents événements comme le Salon du Livre, la Nuit des chercheurs au Biodôme, puis des événements comme ça. Et on fait jouer des gens au jeu en leur expliquant un peu de quoi il en retourne. Donc ça, c'est le laboratoire de Jérôme Valdispeux, la McGill. Et ben, on essaye de développer davantage de crowdsourcing de ce type-là plutôt que d'essayer d'utiliser le calcul humain comme une méthode de calcul. Donc, c'est là un peu constitué. Excellent, merci beaucoup, beaucoup. C'est très différent et nouveau pour beaucoup d'entre nous, mais très éclairant, très accessible aussi en termes de contenu puis de format. Donc, un grand, grand merci, Roman. On a le temps de prendre quelques commentaires et questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des commentaires? Wow, 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 juste comme tellement Mhm. fascinant puis intéressant. Puis Janie l'a écrit aussi en commentaire à quel point elle Mhm. trouvait ça fascinant. Puis ce qui frappe, c'est non seulement à quel point c'est intéressant le projet en lui-même, mais à quel point tu es un excellent vulgarisateur parce que l'univers de l'informatique, de la génomique et compagnie, c'est tellement loin de ce que moi je fais. Et j'ai eu le sentiment de te suivre puis de comprendre ce que tu racontais. Fait que j'étais quand même à souligner ça. C'est assez impressionnant. Fait que on voit comment vous arrivez dans votre équipe et avec ton aide à rendre ça intéressant et accessible pour les gens. C'est là le cœur, je pense, là, de faire en sorte, tu parlais de l'engagement puis de la motivation. Faut que les gens se sentent intelligents puis capables de comprendre puis de contribuer, tu sais. Mais tu le fais aussi quand tu présentes. Donc, je tenais à souligner ça. Merci. Merci. D'autres réactions, commentaires? Oui, Anne-Danielle? Bonjour, moi c'est Yannick. En fait, j'aurais une question à savoir, est-ce que tu es au courant, dans le fond, de d'autres exemples comme ça, de jeux qui avaient les mêmes aspirations? Oui, absolument. Donc, dans le MMORPG EVE Online, il y a un projet qui s'appelle le Project Discovery, où ils ont participé à différents projets scientifiques avec 3 équipes différentes. Donc, EVE Online, c'est un truc qui se passe dans l'espace et qui est très axé sur la science et la technologie.
Donc, ils ont pu, depuis 2016, avoir 3 projets différents qui ont chacun atteint le million de participants avec des trucs qui étaient moins ludifiés que Borderlands Science. Donc ça, pour eux, c'était un succès considérable. Il y a aussi Sea Hero Quest, qui était une application mobile sous forme de jeu euh, où on jouait un genre de navigateur et il s'en servait pour collecter des données de navigation pour de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est en Allemagne, ils sont allés chercher 4 millions de participants, entre autres parce qu'il y avait derrière eux la grosse machine de Deutsche Telekom qui avait envoyé l'application avec plein d'informations à tous leurs abonnés, plusieurs dizaines de millions de personnes, pour dire jouez à ça, jouez à ça, jouez à ça. Donc, ça marche aussi comme ça. Donc, ça, c'est des exemples de trucs qui ont marché. Merci. C'est pour la question, la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Ça donne le Sinon, goût d'aller voir, ça donne le goût d'aller jouer au jeu aussi. oui, ouais, c'est Mais juste, juste pour trouver l'arcade puis faire le truc. ouais, c'est vrai. Bon vieux style. On, Euh, on aimerait vraiment ça avoir le jeu sous forme mobile. C'est des choses qui sont en discussion. La grosse difficulté de travailler avec des compagnies qui font des jeux AAA, c'est très difficile pour des raisons de propriété intellectuelle de sortir le mini-jeu du grand jeu. C'est l'inconvénient. Moi, j'ai trouvé intéressant, si je me permets un commentaire, le fait que tu as beaucoup insisté sur la motivation intrinsèque, qui est quelque chose que, dans mon travail, moi, en éthique, est extrêmement important et que j'essaie de mettre de l'avant-plan dans les théorisations puis les travaux pratiques qu'on réalise en collaboration avec des milieux cliniques. Euh, mais souvent, ce qu'on entend, là, quand je ne vais pas les nommer, des gens du marketing, communication, nous disent, ben, tu sais, nos concitoyens, ils sont intéressés à genre 10 secondes de contenu, 15 secondes, pas plus. Tu sais, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, il ne faut pas que ça soit trop réfléchi, trop élaboré. Puis moi, je résiste beaucoup à ça en me disant qu'on est quand même des homo sapiens, puis on est curieux, on cherche à comprendre. Puis l'orientation que tu suggérais comme étant comme profitable pour ce genre de jeu-là, justement, c'était de valoriser comme la capacité des gens à comprendre la démarche scientifique, s'y intéresser, puis à participer, qui est pour moi honorer l'homo sapiens en nous, tu sais, qui est là. Mais des fois qu'on veut un peu étouffer ou juste nous faire percevoir ou convaincre qu'on est juste des bêtes stupides, mais finalement, on est des bêtes curieuses. Et je me demandais si dans ton domaine, la littérature a abordé davantage cet aspect-là de motivation intrinsèque. Est-ce que c'est quelque chose qui émane davantage de tes travaux à toi ou c'est quelque chose qui est en train d'être constaté à travers des initiatives de sciences citoyennes en informatique, bioinformatique? Il y a un champ de recherche en informatique qui tourne autour de... Il y a des gens qui appellent ça l'informatique sociale, l'informatique humaine, OK. qui est encore un peu naissant. Mais oui, il y a des gens qui s'intéressent à ça, je dirais, depuis une dizaine d'années, surtout à partir de perspectives d'interaction humain-machine, dans le fond. Donc, vu que l'interaction humain-machine, pour des raisons pragmatiques, c'est beaucoup des gens qui mélangent informatique et neurosciences, psychologie. C'est aussi des gens qui viennent de là, qui ont un peu plus d'intérêt sur l'humain qui interagit avec la machine. Mais ça commence justement à s'étendre. Par exemple, à l'UQAM, j'ai développé un cours cette année que j'essaie de faire rentrer en cours d'option au bac en informatique sur l'informatique humaine pour essayer de parler de choses comme ça davantage parce que je pense que c'est un peu niaiseux d'avoir des programmes en informatique de 3 ans où on ne se pose pas une seule fois la question sur pourquoi est-ce que quelqu'un utiliserait ce qu'on fait et comment cette personne-là vivrait son utilisation. Donc, c'est en développement, ça. Ouais, c'est génial, puis très encourageant de voir y contribuer parce que pour nous, comme réseau de recherche co-créative, c'est un des éléments fondamentalement importants pour nous de reconnaître que les gens peuvent contribuer puis sont animés par le désir de comprendre, de créer euh, et d'innover. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ton intervention, puis tout le monde pour les questions, puis l'attention accordée à la présentation. Si ma compréhension est bonne, Maud, c'est le dernier séminaire de cette série.
parce que j'en ai aucun autre à annoncer, mais j'ai d'autres choses à annoncer. Effectivement. Effectivement. Oui, tout à fait. Donc, au menu, pour nous, comme réseau, on a notre prochaine rencontre de la communauté d'apprentissage le 6 mai, 16 heures. Comment bâtir la relation, début de projet, transformer les tensions en levier de co-création. On a une nouveauté, les midis de la relève, organisé par les membres de la relève dans le réseau. Et on a Jean-François Lévesque le 28 mai à midi, qui vient parler d'approche participative et d'évaluation basée sur son travail doctoral. Donc, ça, c'est ouvert seulement aux personnes qui sont en formation. Et on a notre fameuse journée scientifique annuelle le 2 juin. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 mai, donc ça s'en vient. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, là, c'est le temps de passer à l'action. Donc, merci tout le monde. Merci Maud d'avoir organisé la série cette année et tout le monde d'y avoir contribué. Puis on vous souhaite un bon été si jamais on ne vous revoit pas déjà. Et sinon, on espère vraiment vous voir à la journée scientifique annuelle et d'autres activités sur ici, évidemment. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci beaucoup. semaine. Merci Ciao, beaucoup. merci Bonne semaine. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Maude. Merci à vous autres.